Bienvenue à ce Sceptics in the Pub, qui est le premier de la nouvelle saison. Et aujourd'hui on accueille Thomas Durand, donc, qui est docteur en biologie et que vous êtes sans doute nombreux à connaître parce qu'il co-réalise et co-anime l'émission qui s'appelle La Tronche en biais sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. C'est La Tronche en biais, c'est une chaîne sceptique. Et aujourd'hui on a invité Thomas pour parler de créationnisme et plus spécifiquement du fonctionnement des créationnistes. Voilà, je vous laisserai développer sa question mieux que moi. Et voilà, j'en profite aussi pour dire qu'il y aura donc, notre petite tirelire habituelle si vous aimez la conférence. N'hésitez pas à faire un petit don, c'est ce qui nous permet d'inviter des gens comme Thomas qui viennent de l'étranger, de payer une partie de leurs frais. Et on a plusieurs invités étrangers cette saison grâce aux dons qu'on a eu l'année passée. Voilà, donc je laisse Thomas présenter la suite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité depuis l'étranger lointain. Donc, je vais vous parler d'anti-évolutionnisme et de conspiration, alors surtout d'anti-évolution, parce que le côté conspiration, je ne suis pas du tout expert. Vous verrez que je vais essayer de vous montrer qu'il y a des corrélations entre les deux. Donc, en une image, pour vous résumer un peu la pensée créationniste très vite, le finalisme, c'est l'idée qu'il y a forcément un but à tout ce qu'on voit dans la nature. Donc le finalisme, c'est quoi? C'est-à-dire que l'arbre a des racines pour enjamber le trou. Okay, et le créationnisme, c'est dire qu'il n'a pas pu faire ça tout seul, l'arbre. Donc forcément, il y avait un créateur au départ. Ça vous résume un peu l'ensemble de la pensée. On reverra l'image à la fin et on verra le lien avec le conspirationnisme. Alors, au niveau de l'anti-évolutionnisme, alors j'ai utilisé ce mot-là parce que ceux qui refusent la théorie utilisent le mot évolutionniste pour parler des gens qui défendent la théorie, comme s'il y avait des gravitationnistes ou des atomistes pour défendre les théories. En fait, il n'y en a pas. L'évolutionnisme n'existe pas, mais les anti-évolutionnistes l'utilisent. Du coup, j'utilise le mot anti-évolutionniste pour me moquer d'eux, mais parce qu'il n'y a pas de mot en fait, il n'y a pas de mot pour désigner les uns les autres. Donc, par défaut, je vais utiliser ce mot-là. L'évolution, c'est bien une théorie. Sauf que le mot théorie, il ne faut pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend. Une théorie, c'est pas une hypothèse, c'est pas une devinette. Une théorie, c'est une construction intellectuelle, c'est un modèle du monde. Okay, donc quand on vous dit ça n'est qu'une théorie, en fait, c'est un compliment. Il n'y a pas plus solide qu'une théorie en science. Théorie d'évolution, gravité, théorie d'atomes, c'est les théories, tout ça. Donc l'évolution est bien une théorie, et c'est une très bonne chose pour l'évolution. Et donc je me suis amusé à regarder un peu ce qui existait dans la galaxie des créationnistes, à voir comment on peut les classer les uns par rapport aux autres. Donc j'ai fait ce qu'on fait en évolution, un arbre phylogénétique, pour voir un peu comment il s'organise. Donc d'un côté on a donc le fixisme, qui est l'idée que la nature existe telle qu'elle est, qu'elle a toujours été comme ça et qu'elle sera toujours comme ça. Et le fixisme, notamment, c'est ce qu'on a chez ceux qui pensent que le climat ne change pas. Parce que dans la tête on dit la nature est faite comme ça, la nature est faite pour que l'homme soit présent sur Terre, il n'y a pas de raison que ça change. Alors à l'inverse, on a le transformisme, qui est l'idée que ça a changé dans le passé, donc on a plein de fossiles qui nous montrent que ça change, mais des gens ne veulent pas y croire. Donc du côté du fixisme, on a une approche théiste importante. Donc le théisme, c'est l'idée qu'il y a un créateur, et que c'est un créateur qui a donné l'impulsion au départ, et après il était là encore, donc il était toujours présent pendant la création, et encore à la réalité, il intervient dans le monde réel. Et dans cette vision fixiste théiste, on a les créationnistes pur sucre, on a les créationnistes terre jeune. Donc là, ça c'est des pires, on va dire, d'une certaine manière. C'est ceux qui croient que la Bible, on va prendre les chrétiens. C'est ceux qui pensent que la Bible est vraie littéralement. Donc on a eu une création en 6 jours, le monde a 10 000 ans, etc. Les dinosaures et les hommes ont vécu ensemble, Jésus était leur pote, etc. On a un autre type de créationnisme théiste, c'est le créationnisme terre vieille. Alors eux, ils se disent, bon, on ne va pas passer par des blaireaux, on a des fossiles. On a une datation avec la radio-datation, on a des données de la cosmologie, on sait que l'univers il a 13,7 milliards d'années. Donc on va prendre ça en considération et on va interpréter, on va dire que les 7 jours de la création, en fait, c'était une allégorie. Donc là, on a un degré d'accommodationnisme avec la science. Quand on veut être encore plus accommodationniste avec la science, on est créationniste déiste. Voilà, c'est tout peinard, tranquille, on craint rien parce que là, c'est la passion de repli. Donc le créationniste, c'est celui qui pense à une création, et le déiste, à l'inverse du théiste, il pense qu'il y a une entité qui a donné naissance à l'univers, mais c'est tout. Dieu, après, il est parti en vacances, il fait ce qu'il veut. En tout cas, il n'a jamais communiqué rien de ce qu'il veut, donc on peut croire tout ce qu'on veut sur lui. À tel point qu'on peut être créationniste, théiste et transformiste.
Parce qu'on peut très bien imaginer que Dieu a tout implanté, a tout créé, et qu'il avait prévu que ça change. Donc, c'est totalement irréfutable. Donc, c'est la position la plus solide et la plus fausse. Parce qu'on ne peut rien dire, ni en vrai, ni en faux. Donc, voilà. Et puis, du côté des transformistes, on a, donc toujours, du point de vue créationniste, mais transformiste, on a l'intelligent design, ou l'évolution théiste, qui est en fait l'idée qu'en effet, il y a évolution, puisqu'on ne peut pas nier qu'il y a des fossiles. En effet, l'homme et le singe ont une parenté. En effet, l'homme descend des ancêtres des singes, mais c'était programmé. C'était prévu dès le départ. Et on a dans le génome humain toutes les traces, les preuves qu'il y avait un programme dès le départ. Et donc, c'est pas du tout une interaction entre le génome et l'environnement, et puis un jeu aléatoire avec la sélection. C'était dès le départ, on avait un créateur qui avait décidé qu'on irait ici et on est là. Ça tombe bien, c'est prévu. Et encore plus en accord, plus on descend, plus on se rapproche de la science, d'une certaine manière, encore plus en accord avec ce qu'on sait, ou ce qu'on pense savoir du monde réel, on a la panspermie dirigée. Donc la panspermie, c'est l'idée que la vie vient de l'espace. Donc il y a des théories scientifiques sérieuses qui disent qu'on peut imaginer que Mars a eu une vie avant la Terre, qu'il y a eu des impacts météoriques qui ont éjecté de la matière et que la Terre aurait été ensemencée par ces choses-là. C'est possible. Mais dirigé, ça veut dire qu'on a un extraterrestre qui est venu sur Terre. Voilà, vous avez le film Prometheus, film exécrable, mais qui illustre bien cette chose-là. Et ça, la panspermie, elle accepte les datations, elle accepte tout ce qu'on voit en termes de fossiles, elle accepte la génétique, sauf que là, c'était prévu, mais pas par Dieu, encore que, mais par des outils. Alors eux, d'où ils viennent, ça c'est le même problème, vous reportez le problème, parce qu'on sait pas, et puis eux-mêmes, peut-être qu'ils viennent dans quoi ça. Donc, en gros, ça n'explique rien. Mais c'est sympa et ça donne des films au cinéma. Entrez, je vous en prie. En plus, on les connaît. Voilà, donc tout ça, en gros, vous avez là l'arbre des relations entre les différents types de pensée créationnistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire une pause là, de dire qu'est-ce qu'ils ont en commun. D'abord, avant de en commun. Du côté du transformiste, on a la vision un peu plus rationnelle de la théorie de l'évolution avec Darwin, etc. Machin. Aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Alors, s'il y a des questions par rapport à ça, je veux bien essayer d'y répondre. Je ne suis pas expert non plus totalement. On va essayer. Mais on va s'intéresser aux autres là, et voir ce qu'ils ont un peu en commun. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tout cela? Oui. Ils font appel à plus d'hypothèses qu'ils n'en raisonnent. D'une part, oui, c'est vrai. Il y a une hypothèse en particulier. Un agent extérieur. Il y a une entité qui décide comment le monde est organisé. Donc on a un projet, une volonté et une entité qui décide de tout. Donc ça, il faut retenir, ça va être l'élément clé de tout ce que je vais raconter. Vous prenez des notes. Voilà, donc tous les créationnistes ont en point commun qu'ils croient qu'il y a un projet, donc une volonté, donc une entité qui a décidé comment le monde doit être aujourd'hui. Or, la biologie, c'est quoi? Si on remonte à ce que disait Darwin, ce que Darwin a prouvé, c'est que la biologie, lorsqu'on regarde vraiment ce que c'est et ce que la science nous permet de découvrir d'année en année, c'est la destruction du design. En fait, on a une apparence de design dans la nature. Les arbres ont des feuilles pour capter la lumière, on dirait, ont des racines pour être dans le sol ou pour enjamber les trous. Mais en fait, ça c'est une illusion. Et Darwin a dissolu ça. Ok? Ce que Darwin a montré, c'est qu'en fait, c'est la mort qui décide de tout. La sélection va éliminer les individus et ceux qui survivent, forcément, c'est ceux qui sont adaptés. Donc tous ici dans la salle, un truc qui va vous faire exploser la tête, si on remontait votre arbre généalogique, tous vos ancêtres ont survécu. Jusqu'à ce qu'ils puissent s'en produire. Et bien mine de rien, c'est l'exception. Vous êtes l'exception par rapport à la règle dans l'univers. Sur Terre, la plupart des êtres vivants sont morts avant de devoir se reproduire. Donc bravo, je vous félicite. Donc, et deuxième chose que détruit la biologie, c'est l'idée que l'humain est spécial. Au départ, on avait l'homme au-dessus de la nature, et puis la nature était là pour nous servir, donc on avait l'homme au milieu, là, tout petit, puis des animaux. Et on a découvert avec la génétique, avec la phylogénétique, avec tout ce qu'on sait sur comment la vie se développe, c'est que l'humain, il est une espèce parmi l'autre. On n'a rien de spécial. Bon, alors nous on se réunit comme on boit des bières, etc. Donc ça c'est spécial, mais à part ça, rien. Hein. Donc, du coup, la science, ça va? Donc la science, en fait, ça constitue à contrer nos intuitions. On a toutes des intuitions, et quand on fait une découverte scientifique, en fait, c'est juste quand on s'est dit, ah non, en fait, on avait tort. Donc la science, ça marche en nous montrant qu'on a tort d'avoir des intuitions.
Et parmi ces intuitions, voilà, en gros, si le monde fonctionne exactement comme on s'imagine, la science ne servira à rien. Si la science est utile et compliquée et chiante et que les stats c'est dur, c'est parce qu'on ne sait pas comment marche le monde à la base. Donc la science est utile. Et la science c'est quoi? Si on devait résumer la science à une formule qui synthétise tout, la démarche scientifique c'est quoi? C'est mon gimmick, j'aime bien. Vous êtes prêts? C'est la recherche systématique de l'erreur. Ok? Si vous cherchez ça, vous faites de la science. Si vous ne cherchez pas vos erreurs, faites autre chose, faites de... Je sais pas, enfin, il y a plein de choses, hein. Vous faites de l'art, c'est bien, mais c'est pas la science. Ok, donc, et cette démarche-là, je vais vous montrer pourquoi c'est important. On va faire ensemble l'expérience de différentes erreurs. Je vais vous montrer une image, et on va tous ensemble faire une grosse erreur. Vous êtes prêts? Alors, combien est-ce qu'on voit de couleurs sur cette image? Je suis comme vous, je vais répondre 4. On a bleu, vert, orange, rose. Ou fuchsia, ou parme, ou mesdames sortent mieux que moi, je sais pas. Tout le monde dit 4 ou pas? Sauf ceux qui connaissent. Bon, soyez honnête avec... Votre œil, il voit quoi? Votre cerveau, il voit quoi? Il voit 4. Bon. On va zoomer. On va regarder là-haut, la zone verte, et en bas, la zone bleue. Et on va les rapprocher. Manque de bol, c'est les mêmes. Donc votre cerveau, en fait, c'est pas du tout une caméra qui va vous dire là, j'ai telle valeur pour la couleur, et là, j'ai telle valeur, et vous dire, en gros, là, bah, je vois du bleu, là, je vois du vert. Mais c'est totalement faux, oui. On voit bien que le vert qui est là, et le bleu qui est là, c'est la même couleur. Il n'y a aucune différence, ok? Déjà, votre œil vous ment. Enfin, votre cerveau vous ment par rapport à ce que dit votre œil. Et là, par exemple, autre exemple assez connu, on a des cases vertes, des cases blanches, des cases fuchsia, des cases rouges. Ben non, les cases rouges, en fait, elles sont fuchsia aussi. Donc il n'y a que 2 couleurs, enfin 3, il y a vert, fuchsia et blanc. Et pourtant, vous voyez des couleurs différentes. Ok? Donc il y a une différence entre ce que vous percevez et ce que vous comprenez. Il n'y a rien que ça, ça veut dire qu'il se passe dans votre cerveau tout un tas de processus, de mécanismes entre la perception et ce que vous voyez. Et vous, ça c'est transparent, on ne voit pas. On a l'impression qu'on voit directement les choses et c'est évident, c'est pas la même couleur. Donc votre intuition vous ment. Et la science est là pour vous dire, bah, si je fais une expérience et que je rapproche les choses, et bah c'est la même couleur. Voilà en quoi l'erreur est importante. Et alors, dernier exemple, tout le monde voit les spirales. Il n'y en a pas. Alors, si je regarde ça, on voit bien qu'on a un cercle noir et blanc, un cercle bleu. Si je joue dedans, pareil, on a toujours un cercle, on a encore un cercle dedans, voilà. Dedans, c'est toujours un cercle, et en fait, on n'a que des cercles. Il n'y a pas de spirale. Et pourtant, on voit une spirale. Ok? Donc voilà, c'est une illusion d'optique assez connue. Ah, et alors, un dernier exemple d'illusion. Le cercle orange au milieu ne change pas de taille. Et comme on est habitué, nous, à voir des objets pour de vrai dans la nature, quand on a des objets qui se déplacent et certains qui se réduisent, en général, c'est que l'autre se rapproche. Parce que l'environnement, c'est les bleus, et ce qu'on voit, c'est l'orange. Donc on n'est pas adapté, nous, pour voir des choses sur un écran. On n'est pas capable de lire ce qui va sur l'écran. On lit ça comme si c'était dans le monde réel. Et de telles erreurs se reproduisent un peu partout. Il y a des choses qu'on voit et qui n'existent pas. Et donc, alors, on pourrait dire que ce n'est pas possible. On a une théorie d'évolution qui nous dit qu'on est le produit de l'évolution. On est quand même à ce stade-là. D'ailleurs, on peut être fier quand même par rapport à des vaisseaux comme ça. Voilà, on est au sommet de l'évolution. Bon, bref. En tout cas, on est à l'extrémité actuelle de la branche de notre famille. Et on est a priori ce qu'il y a plus d'intelligents sur Terre. Avec les dauphins et les soins. Donc, est-ce que... Donc Darwin pourrait dire, mais il y a un problème. On fait des erreurs tout le temps. Est-ce que l'évolution fait n'importe quoi? On pourrait dire, il y a un problème. En fait, la théorie est fausse, vu que le résultat est médiocre. Et bien pas du tout. Parce que en fait, le cerveau, c'est un organe qui est super. En fait, il ne fait pas ce qu'on croit qu'il fait. Le cerveau, il n'est pas là pour lire sur un écran, il n'est pas là pour faire des maths. Donc il fait autre chose. Et il fait en particulier, alors là, ça va être très résumé, hein, pardonnez-moi, il fait 3 choses en gros. Il est expert dans la reconnaissance de formes pour trouver de la nourriture, des partenaires pour les jeux de rôle, et pour voir les dangers. Donc c'est la reconnaissance de formes. Il fait d'autres choses, mais la plupart des autres choses, il les fait dans le même but. En gros, c'est un organe de survie. On fait ça parce qu'il faut faire ça pour être en vie. Et vos ancêtres ont fait ça pour que vous soyez là. Sinon, vous ne seriez pas. Donc du coup, on va regarder, vous allez voir tout seul, que en fait, il est extrêmement fort pour reconnaître en particulier un objet dans l'environnement. Vous êtes prêts?
Donc là, d'accord, il n'y a pas un seul visage sur l'écran. Et pourtant, tout le monde en voit, même là. Là, c'est le plus dur. Là, c'est en profil. Donc, le profil, c'est plus dur, mais de face, dès que vous avez deux malheureuses taches là, puis on voit un visage. Ça s'appelle la pareidolie. C'est la capacité qu'on a. Idolie, c'est image, et para, c'est à côté. Donc, c'est la capacité qu'on a de voir quelque chose qui n'est pas présent dans la nature. Et donc, en particulier, on voit des visages partout. Pourquoi? C'est important. On cherche un partenaire. Parce que en termes de partenaire et en termes d'intérêt, on sait que, en gros, le cortex, pour moitié, il sert à interagir avec nos semblables. Donc, tout ce qui est social, etc., il faut qu'on soit capable de lire les expressions. Enfin, il y a des aires cérébrales pour lire les expressions. Donc, voir un visage, le reconnaître, c'est extrêmement important pour notre vie. Et en particulier, parfois, on peut voir un visage de Marilyn Monroe sur un toast, ou quelqu'un d'autre, c'est comme vous voulez. J'ai tombé. Alors là, c'est mes deux exemples préférés. Vous avez le soleil, un buisson, un mur blanc, et on voit un visage parfaitement formé, comme si ça avait été dessiné. Je trouve ça frappant. Quand on l'a vu, c'est frappant. Hein, c'est dingue. Ça va? Et alors là, c'est mon exemple favori, c'est ça bizarre. Voilà. Donc là, on voit, tout le monde voit un visage qui est particulièrement déformé. On a mal pour le pauvre monsieur. En fait, on ne devra pas parce qu'en fait, tout va bien. Alors, est-ce que vous voyez ou pas le chien? Vous avez la petite truffe, la petite oreille, il est couché sur le Mais comme j'ai parlé de visage pendant 10 minutes, bah là on voit un visage. On est d'accord qu'il n'y a pas de visage. Hein. Donc votre cerveau vous ment. Votre cerveau reconstruit la réalité. C'est bon? Personne n'est en retard? Je passerai dans les rangs pour vérifier les cahiers. Donc, désolé, j'ai fait avec ce que j'ai. Je trouve que l'image est bien. Alors. Et donc, voilà, donc, le cerveau choisit la manière dont il va lire le monde. Et donc, il y a une expérience en particulier qui est intéressante. On a des gens qui ont ce qu'on appelle, j'oublie le nom. Comment ça s'appelle? Mais le nom, la calosectomie. Le corps calleux qui est coupé en deux ou qui est inexistant, ça peut arriver chez certaines personnes. Et parfois, on les coupe lorsque les gens sont épileptiques pour les soigner. Donc, c'est la zone qui fait communiquer les hémisphères droite et gauche. Donc, on a des gens qui ont dans leur crâne deux hémisphères qui ne communiquent plus. Tout va très bien, ils sont capables de fonctionner parfaitement, sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que nos yeux sont connectés à l'inverse. Donc, mon œil droit, il est connecté là, mon œil gauche là. En fait, surtout, mon champ visuel gauche, il est pris en compte par mon hémisphère droit. Et mon champ visuel droit, il est pris en compte par mon hémisphère gauche. Donc, on est capable, avec ces gens-là, de leur envoyer une image uniquement dans un hémisphère. Si je montre une image dans ce champ-là, si ça regarde en face, il voit l'image, mais il voit uniquement là. Et là, uniquement ce côté-là. Et donc, si on leur montre une image de ce type-là, on voit tous qu'on a deux éléments. On a un visage et puis des fruits et des légumes. Si on demande à l'hémisphère droit ce qu'il voit, il dit bah, il voit un visage. Et si on demande à l'hémisphère gauche ce qu'il voit, bah, il voit des fruits et légumes. Mais le visage, il ne le verra pas. Parce que la zone qui reconnaît le visage, elle est là. Et comme cette zone-là qui voit le visage, elle ne peut pas communiquer à l'autre hémisphère il voit que des fruits. Ok? Donc il y a vraiment des zones et des modules comme ça qui communiquent, et donc tout ce qu'on voit, c'est pas du tout immédiat. Moi, quand je regarde, je vois évidemment des gens, mais parce que j'ai 4-5 circuits etc., qui me disent que vous êtes des gens avec un visage, avec un machin. Donc voilà, donc on ne décide pas ce qu'on voit. On n'est pas du tout maître de ce qu'on perçoit. Et on peut être floué par des illusions, etc. Donc on est dans l'erreur constante. Et il y a même des gens qui s'amusent à considérer qu'on est constamment en train d'halluciner, et par chance, la sélection a retenu les hallucinations qui correspondent avec le monde réel. Coup de bol. Donc, nos ancêtres qui hallucinaient complètement, bah, ils sont morts, mais ceux qui hallucinaient mais que c'était vrai, bah, ils sont encore vivants. Donc, ça met un peu en place le fait qu'on soit capable de voir le monde. En fait, nous, on hallucine. Mais on hallucine bien. Et donc, dans l'ensemble des biais cognitifs qui existent dans le cerveau, donc là, j'ai fait une petite liste. Alors, vous irez sur Internet, il y a le cortex qui a sorti une liste. Il y a... non, c'est Cédric Limousin qui a sorti un article il y a 2 jours. Son blog, son nom m'échappe encore, son blog c'est comment? Association Libre. Association Libre. Voilà, il a fait une liste des biais les plus importants. Donc en gros, les biais cognitifs, vous avez différents types. Donc l'essentialisme, qui est le fait de mettre les choses dans des cases. Donc vous avez la case caillou, la case planche, la case bière, et vous avez des choses bien rangées. Et vous savez qu'une bière, c'est pas un caillou.
Vous n'avez pas besoin de le goûter, le caillou, pour savoir. Et donc vous avez dans ce type de biais plein d'autres biais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez une grande famille qui sont les biais liés au fait qu'on va catégoriser les objets dans la nature. Il y a tout ce qui est biais de confirmation. Donc ça, c'est les biais qui vont, tous les mécanismes qui vont nous encourager à croire ce qu'on croit. Parce que c'est quand même vachement plus rassurant de se dire qu'on a raison que de dire qu'on a tort. Alors épistémologiquement, c'est pas bon, mais d'un point de vue du confort personnel, c'est bien. Et comme la plupart des gens aiment être heureux plus que d'avoir raison, eh ben ce biais a encore de bons jours devant lui. On a tout ce qui est biais de perception. Donc ça, je ai parlé, les biais de perception, voilà, c'est les illusions optiques. On a aussi des paris de lit auditives. Dans une foule, ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre une voix que vous connaissez. En fait, non. Juste, il y avait des bruits qui ressemblaient à une voix que vous connaissez, vous êtes retourné, ou alors entendre votre nom. Et en fait, c'est pas bon. Donc là, c'est des illusions. Parce que vous avez une attente. Il y a des choses que vous vous attendez à voir. Donc votre nom, souvent, on vous lit dans votre dos. Donc vous l'entendez. Mais personne ne vous dit ornithorynque dans le creux de l'épaule. Donc c'est rare que vous ayez une hallucination. Tiens, on m'a dit ornithorynque. C'est beaucoup plus rare. On a tout ce qui est angoisse existentielle. Alors ça, je vais en reparler au cours de la présentation. Parce que l'angoisse existentielle, certaines personnes considèrent que c'est le moteur principal de tout ce qu'on fait. Que l'être humain se distingue des animaux par le fait qu'il sait qu'il va mourir et qu'il veut l'oublier. Et certains disent que même si l'être humain a dépassé un plafond de verre dans l'intelligence, c'est parce qu'il est devenu conscient qu'il allait mourir, mais qu'il a aussitôt inventé un moyen de oublier qu'il allait mourir. Et que toutes les autres espèces qui ont appris qu'elles allaient mourir ont déprimé. Ça a l'air con, mais c'est possible en fait. Parce que c'est un tel fardeau cognitif de dire que le monde n'a pas de sens, qu'on est fini, c'est donc ça, je vais en parler un peu après. Il y a tout ce qui est influence sociale. Alors, il y a plein d'expériences qui montrent que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, que vous vouliez ou non, ça va vous influencer. Donc c'est un biais cognitif pour le jugement que vous pourrez avoir sur les choses. On a le biais téléologique. Donc la téléologie, c'est le finalisme. C'est le fait de regarder un objet et de se dire cette bouteille existe pour avoir du Coca-Cola dedans. Parce qu'en plus, ça marque dessus. Alors que dans la nature, ce serait faux de dire que, par exemple, qu'un éléphant a des défenses pour se défendre. Il a des défenses parce que dans le passé, ça a été utile pour ses prédécesseurs. Mais lui, il les a, puis il vit avec. Et on a tout ce qui est illusion, ça c'est très important pour la suite, je vais en reparler. Et puis la dissonance cognitive qui fait que lorsque ces biais-là sont en place, ils vont interférer avec les connaissances vraies qu'on a à côté. Donc ça vous fout le bordel. Et donc tout ça, c'est source d'erreur. Alors, ça peut aussi être source de bonne perception. Notre cerveau, dans la nature, il marche bien. Mais dans la société actuelle, avec les élections législatives, machin, etc., où on a plein d'infos contradictoires et on nous manipule, le cerveau, il n'est pas très très bien équipé pour résister à ça. Donc il se trompe. Et le problème, c'est que tous ces biais-là, en plus, et ça c'est pire, bien souvent, ils vont dans le même sens. Ils s'additionnent. Et donc ils créent ce qu'on appelle des pentes de l'esprit. Et donc on va tous avoir tendance, dans telle ou telle circonstance, à aller dans la vallée, de Dana. Et on pense tous plus ou moins la même chose à cause des mêmes raisons. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le cerveau voit des choses qui n'existent pas? Et là on va faire de l'évolution. Donc pourquoi est-ce qu'on voit des visages? Là il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'on a aussi cette illusion d'agent dont je vais vous parler juste après? Si on remonte dans l'ordre évolutif, alors Vlad, je pense que tu as une question par rapport à cette image. Allez, vas-y. Non, je vais me taire aujourd'hui. Allez, je te laisse. La question de Vlad, c'est comment la baleine elle est montée dans l'arbre? Oui. En fait, c'est une question, c'est peut-être une remarque, je sais pas vraiment. Pourquoi, souvent on présente les arbres phylogénétiques avec une seule base. Un seul tronc. Alors que, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait plusieurs troncs? C'est dommage, j'ai pas mis mon autre. Enfin, il y a une autre image qui montre un buisson. En fait, l'arbre est totalement rond. Mais au milieu, on a quand même Luca, qui est Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun. A priori, on a tous le même code génétique, à quelques variations près, et donc on a tous le même ancêtre. Alors il y a peut-être eu différents départs, mais à un moment donné, ça s'est croisé. Donc au-delà du croisement, on ne peut pas savoir pour l'instant. Mais en tout cas, il y a au moins un croisement. C'est comme le Big Bang. Le croisement, c'est le Big Bang. Là, lui, on sait qu'il existait, donc on a tous un ancêtre commun avec tout ce qui vit, même avec les virus. Voilà, donc l'arbre, alors pourquoi est-ce que c'est le haut vers le bas? Parce que dans les couches sédimentaires, plus on creuse, plus c'est bas, plus c'est bleu. Espèce inférieure, espèce supérieure. Ça veut pas dire que c'est plus évolué.
c'est supérieur par rapport aux couches. Et ça, personne ne le sait. Personne ne le dit, mais je vous le dis maintenant. Voilà. Donc quand on remonte vers les couches inférieures, il y a environ 100 millions d'années, on tombe sur une espèce comme ça, qui faisait cette taille-là, qui est commun aux écureuils, aux lapins et à nous. Et donc il était comme ça, et à l'époque, les oiseaux ressemblaient à ça. Donc à l'époque, quand il y avait un bruit dans la savane, la bestiole, elle n'était pas rassurée. Donc elle cherchait absolument à ne pas se tromper. Il fallait que s'il y avait un bestiau qui vous becque, il fallait voir. Et je vous rappelle que tous vos ancêtres ont survécu. Donc tous vos ancêtres n'ont pas commis l'erreur. Donc, la bestiole est dans une situation où lorsqu'elle entend un bruit, il y a deux possibilités. Soit, à vos soins. Donc, perception, soit elle perçoit un danger, soit elle n'en perçoit pas. Et dans la réalité, soit il y a un danger, soit il n'y en a pas. Donc on a quatre cas de figure. S'il n'y a pas de danger dehors, et si je ne perçois pas de danger, je n'ai absolument rien à dire, parce qu'il n'y a pas de danger. Si je perçois un danger et qu'il n'y en a pas, bon bah c'est une pause frayeur. Au pire, je lâche mon sandwich, bon ça me coûte un peu, mais je suis en vie, je peux me reproduire, il n'y a pas de problème. S'il y a un danger et que je le vois, je peux prendre des mesures, je m'enfuis, je me bats, je réagis. Et maintenant, alors, le cas problématique, s'il y a un danger et que je ne le vois pas. Alors ce cas de figure ne s'est jamais produit. Il y a environ au moins 60 millions d'années entre les deux. C'est une image. Donc, si on traduit tout ça, alors d'abord là c'est le faux positif, et là c'est le faux négatif. Donc c'est deux erreurs possibles. D'un point de vue darwinien, le faux négatif, qu'est-ce qui se passe? Là vous êtes mort, merci d'avoir joué, c'est terminé. Darwin ne fait pas de rattrapage au second semestre, donc c'est... Si maintenant vous voyez un danger, là il n'y en a pas. Bon, bah alors ça peut vous coûter un petit peu, mais globalement, vous êtes encore en vie, et vous pouvez transmettre vos gènes. Vous avez gagné. Donc tous ceux qui voient des choses, alors qu'il n'y a rien dans la nature, bonjour, ont gagné au jeu de l'évolution. Et ça explique pourquoi on voit des visages partout. Parce que on a un système de détection d'agents hypersensibles. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir tendance à inférer que s'il se passe quelque chose, si un sac tombe, c'est quelqu'un l'a fait bouger. Ou alors c'est qu'il y a un fantôme. En tout cas, il y a un truc, ça ne peut pas être le hasard. Nos ancêtres qui pensaient que c'était le hasard sont morts, bien sûr. Donc ceux qui pensent que c'est pas le hasard ont raison de penser que c'est le hasard parce que c'est un avantage sélectif. Donc on a tous dans le cerveau enfoncé très fort le fait que quand il se passe quelque chose que je ne comprends pas, a priori, c'est quelqu'un l'a fait. C'est super important ça, c'est super important. Et on marche tous comme ça. Pensez au lien avec les conspi. Hein. Il y en a la moitié dans les cases qui avaient raison, qu'il y avait un vrai danger. Oui, mais des fois ça marche. Mais eux sont tous morts. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus de chances de mourir que cela. Donc, fatalement, dans la population finale, génération N+1, ceux qui sont premiers, c'est ceux qui se méfient de tout. Donc, les paranoïaques, en fait, ont raison depuis des milliards d'années. Donc, bah voilà, c'était mon image. J'ai raté ma... Donc, on a un système, voilà, on a une tendance à détecter de l'intention partout, parce que ça a gardé nos ancêtres en vie. Maintenant, la théorie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Donc nous sommes, une espèce très sociale, et nous et les grands singes, et peut-être les éléphants, et peut-être les baleines, etc. On a ce qu'on appelle un module de théorie d'esprit. Alors je vais vous dire pourquoi, on va lire ça, en fait c'est quelque chose qui se met en place chez l'être humain vers 4 ans. J'ai un psychologue dans la salle, pas ouvertement. En gros, on montre aux enfants une bande dessinée. Alors voici Sally, voici Anne. Sally a un panier, Anne a une boîte. Sally a une bille, elle met sa bille dans son panier. C'est bon, monsieur? Sally sort de la salle. Donc, la bille est dans le panier. Anne voit Sally sortir, elle prend la bille du panier et elle la met dans sa boîte. Elle s'en va, et quand Sally revient, où est-ce qu'elle va chercher sa bille? Dans le panier ou dans la boîte? Alors, les enfants en très bas âge savent que la bille, elle est dans la boîte. Donc, il dit, dans la boîte. Les enfants un peu plus âgés savent que Sally, elle ne sait pas que la bille est dans la boîte. Donc, il faut aller dans le panier. Ok? Donc le module de théorie de l'esprit, c'est un module qui nous permet à nous de savoir ce qu'il y a dans la tête de Sally. On est capable d'inférer, voilà, je sais quelle info est là, que moi j'ai et qu'elle n'a pas. Donc par rapport aux infos que j'ai et qu'elle n'a pas, je sais ce qu'elle va faire. Ok? Donc on a accès à la vie interne. Et mine de rien, c'est énorme. C'est-à-dire que je sais que tous autant que vous êtes, là vous avez un job, vous avez des envies, des besoins, etc. Machin. Peut-être que ça vous fait chier. Enfin, je sens. Et donc, on a donc accès à quelque chose qui n'est pas visible.
on a accès à un monde invisible. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et les animaux, même celui-ci qui n'a pas l'air très intelligent, ils sont capables, les grands singes, de différencier un acte volontaire d'un acte accidentel. Ça veut dire qu'ils ont bien compris qu'il y avait une entité invisible qui a voulu ce qui est arrivé. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que... Je recommence. Il faut associer ça au fait que, en tant qu'être humain, et dès le plus jeune âge, on a fait des expériences, on a montré que on a beaucoup de mal à... On peut concevoir que le corps meurt, ça, on n'a pas de problème. Mais la partie invisible qu'on ne voit pas, quand quelqu'un meurt, on pense encore à lui. On se rappelle comment on interagit. Or, on n'a pas interagi avec son corps, sauf dans des cas particuliers, pour jouer au foot. Mais on a interagi avec sa psyché, avec ce qu'il animait. Anima, c'est l'âme déjà. Okay, donc l'idée d'âme est forcément présente dès l'instant qu'on fait la distinction entre la personne physique et ce qu'il y a dans la tête. Et donc, le dualisme, c'est ça. C'est l'idée qu'on a un monde physique et puis un monde des idées. Et que les deux, il y a un monde qui est invisible, et c'est le monde invisible qui est important. Parce que dans le monde réel, on meurt. Alors que dans le monde invisible, on n'a jamais vu une âme mourir. Donc, on a l'idée là-dedans que l'immatériel est prééminent. Et Aristote et Platon pensaient que le monde des idées existait pour de vrai, et que le monde réel venait après. Voilà. Et donc, l'invisible domine le visible. Et encore une fois, pensez aux conspirationnistes. Donc, chez les créationnistes, où on croit à l'existence de l'âme, puisqu'en général, ce sont des gens qui croient en Dieu, on a toutes ces idées-là, qui sont renforcées par le système de croyance. Donc la théorie de l'esprit fait que nos ancêtres ont très facilement attribué tout ce qu'ils ne comprenaient pas à quelqu'un. Donc quand il y avait la foudre, ben, c'était Zeus qui n'était pas content. Quand on avait des ouragans ou des tsunamis, alors le tsunami par exemple, enfin là c'est en Asie, mais aux États-Unis, lorsqu'on a un ouragan, c'est parce que les États-Unis ont accordé le mariage aux homosexuels. Dieu n'était pas content. Donc on attribue une raison aux événements. Les éclimpses, à une certaine époque, on pensait que c'était des monstres dans le ciel, enfin le dragon qui mangeait le soleil, etc. Machin. Et évidemment, les éruptions volcaniques étaient totalement imprévisibles. Autant les éclipses, à un moment donné, on s'est rendu compte que mathématiquement on pouvait, autant les éruptions, il a fallu attendre très récemment avant de comprendre ce qui se passait. Donc, voilà, et puis on a d'autres phénomènes, puis on a anthropomorphisé la nature. On a mis des petits bouts d'hommes partout, donc on a des êtres humains partout dans la nature. Mais des êtres humains immatériels. Et voilà. Et alors, autre élément extrêmement important dans la pensée créationniste, c'est la causalité un petit peu foireuse, qui veut que lorsqu'on voit un phénomène important, on se dit c'est forcément dû à une cause importante. On est tous comme ça. Lorsqu'on voit quelque chose, et c'est la même chose que quand je vois le sac qui tombe. Si le sac, c'est arrivé tout à l'heure, je parlais, le sac est tombé. Bon. Si on était dans la savane, et que je vois un truc qui est posé, qui se met à tomber, je me dis tiens, quelqu'un l'a poussé. Là, il n'y avait personne. Comment c'est possible que ce sac tombe tout seul ? Bon, j'ai ma réponse, c'est la gravité, parce qu'il était pas en équilibre, etc. Mais lorsqu'on n'a pas tous ces concepts-là, on va imaginer que pour que cet objet important soit tombé, il faut qu'il y ait une cause importante. Et lorsqu'on a un tsunami, ou un orage énorme, ou un univers créé à partir de rien, forcément il faut une cause importante. Alors qu'on sait depuis quelque temps, avec la fameuse image du papillon, la théorie du chaos, que dans un système même déterministe, dès l'instant qu'on a plein de variables qui entrent en ligne de compte, on ne peut pas prévoir la fin. Et qu'on peut avoir une petite variation au départ qui produit des grandes conséquences à l'arrivée. Et la plus grande des conséquences, je me dis, c'est, exemple, un flocon de neige, c'est juste des molécules d'eau qui s'agencent par rapport aux conditions externes. C'est uniquement les relations entre les molécules qui produisent un schéma complexe à la fin. Et on est capable de comprendre pourquoi. Alors on n'est pas capable de refaire le flocon parce que chaque flocon est différent par rapport aux autres. Mais on comprend pourquoi. Et on sait quelles sont les causes, et les causes sont extrêmement simples en termes de causalité. Et en termes d'effet, le plus important, c'est la nature. C'est l'univers énorme, donc forcément, on va inférer le fait qu'il y a une cause énorme, et la cause la plus énorme qu'on puisse imaginer, je vous laisse lui donner un nom. Du coup, la nature doit forcément avoir une cause incommensurable. D'autant que chez les créationnistes, très volontiers, on dit que la nature elle est parfaite. C'est particulièrement vrai chez les créationnistes musulmans. Sur Internet, il y a plein de trucs, plein de vidéos. Et ils vous disent qu'ils vous montrent des exemples, des photos, la nature elle est parfaite. Elle est tellement parfaite la nature que nous on a un point aveugle dans l'œil. Plein milieu, le nerf optique qui traverse la rétine. C'est stupide. On est tellement bien foutu qu'on a le nerf qui innerve le pharynx qui passe sous la horte. Alors vous me direz, bon c'est pas très grave, mais chez la girafe, c'est 3 mètres de long, comme des tours.
Alors comme design parfait, c'est pourri. Après, on a aussi la paradis, plein de choses qui font que le cœur humain est loin d'être parfait. Mais, lorsqu'on veut croire que le monde est parfait, ça facilite le fait d'imaginer que, puisque c'est parfait, il fallait forcément une cause parfaite. Et on arrive donc à un autre biais très important qui est l'angoisse existentielle. Je vous en ai parlé, c'est le fait qu'il y a des chercheurs qui imaginent que le principal moteur de tout ce qu'on fait, c'est pour oublier qu'on va mourir. Donc on a des gens qui ont besoin de croire qu'après la mort, on continue à vivre. Puis il y a des gens un peu plus sophistiqués qui veulent créer des choses pour l'éternité. On a des grands rois qui font des pyramides, qui font des monuments, qui veulent faire des choses qui durent. Et même nous, à notre échelle, on a tendance à vouloir faire des enfants bien élevés, qui vont nous survivre, qui vont transmettre nos valeurs, nos idées. On veut faire des choses qui vont durer. On a tous tendance à oublier qu'on va mourir et à transcender ça. Alors le problème, c'est que lorsqu'on a une vision du monde qui est liée à cette angoisse existentielle, comme par exemple le fait qu'on est l'objet de l'univers, parce que les créationnistes imaginent qu'ils sont l'objet. Parce que l'univers existe pour nous. Sinon pourquoi? Okay. Donc, avoir cette vision du monde où on est le centre de l'univers, ça amène du sens. Si on retire le fait que l'univers est là pour nous, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La question de Leibniz, personne n'a la réponse, on ne sait pas pourquoi on est là, donc peut-être que la vie n'a aucun sens. Et ça, c'est flippant. Hein. Et donc, lorsqu'on a un sens, on a du contrôle. Et on a montré, et c'est assez étrange, que les conspirationnistes qui croient que des reptiliens ont tué Kennedy, par exemple, le fait de croire ça les rassure. Moi, ça me ferait flipper, mais ça les rassure. Parce qu'ils se disent qu'eux, ils ont compris un truc que les autres n'ont pas compris. Le fait d'avoir compris quelque chose de plus que les autres, ils ont repris un peu de contrôle par rapport aux choses. Et le créationnisme et l'anti-évolutionnisme, c'est le relevé du hasard. Quand il n'y a pas de hasard, on contrôle les choses. Dès qu'il y a du hasard, on ne peut plus contrôler. Donc on a besoin de sens et de contrôle. Alors parfois, quitte à inventer. On va inventer, et donc il y a des gens qui vont sincèrement croire à cette image. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a des milliers d'années, il y avait une race de géants. Alors on vous bricole une image faite sur Photoshop, très dégueulasse, hein, et les gens vont partager ça sur YouTube en vous disant c'est bien la preuve. Et on nous cache tout. Et dès l'instant qu'on ramène les vrais éléments fossiles, etc., et qu'on montre que la théorie actuelle elle est basée sur les faits, il y a une mise en danger de la vision du monde. Et dès qu'on met en danger la vision du monde, qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'angoisse existentielle. Quand on augmente l'angoisse existentielle, qu'est-ce qu'on a prouvé? On sait que ça renforce la vision du monde. Donc là, on est dans un problème. Là. On est dans un cercle vicieux. Dès l'instant qu'on met en danger la vision du monde de la personne, elle va se renfermer dans cette vision du monde. Faudrait que j'articule. Je me sens en danger, c'est bon. Donc vous comprenez que là, c'est un biais particulièrement vicieux. C'est le biais de confirmation associé à l'angoisse existentielle qui fait que, une fois qu'on est dedans, on ne peut pas en sortir. Les gens ne peuvent pas sortir du paradigme où, parce que sinon ils doivent oublier le sens et le contrôle. Et ça, c'est flippant. Donc si je résume un peu tout ce que j'ai dit, au niveau des créationnistes, on a une entité qui décide de comment le monde est organisé. Okay. Ensuite, l'entité elle est invisible, cachée et irréfutable. C'est hyper important. Irréfutable. Quand on dit à quelqu'un c'est irréfutable, on pense qu'on a un bon argument. En fait, c'est la plus faible des positions. Dès qu'on a un truc qui est irréfutable, il est ni vrai ni faux. Parce qu'on ne peut pas le tester. Pour qu'une proposition soit vraie ou fausse, il faut la tester. S'il n'est pas testé, bah c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est pratique pour les croyants. Qui peut-être savent un peu, peut-être qu'ils ont tort. Du coup, ils mettent là c'est irréfutable, vas-y, attaque. On a, chez les créationnistes, l'idée du dualisme. Donc on a l'invisible et le visible, on a deux mondes séparés. Et l'invisible, forcément, est plus pur que ces basses constellations terrestres. Et donc c'est l'invisible qui donne du sens. Et comme l'invisible il est relié à l'entité qui est irréfutable, bon courage. On a l'idée chez les anti-évolutionnistes que l'humain est l'objet de l'univers, c'est le projet. Donc on est spécial. Ça c'est rassurant. Au niveau angoisse existentielle, on se dit que voilà, on est particulier. Et surtout, on est le but de l'entité. Si Dieu existe, c'est pour nous de cette manière. C'est le principe anthropique. L'univers est compatible avec notre existence. Si on existe, c'est parce que l'univers voulait qu'on existe. Alors, c'est faux, hein, mais ça marche de leur point de vue. Et puis, on a le problème de la causalité. On attribue à une cause extraordinaire, à un effet extraordinaire, une cause extraordinaire. On a tort de le faire parce qu'il n'y a pas de raison logique, et pourtant, intuitivement, on le fait.
Voilà, et j'ai un dernier point. Et donc les coïncidences existent par définition. Sauf que les coïncidences sont la preuve de quoi? Que l'entité agit. Si, j'ai pas d'exemple, mais enfin, par rapport aux ovnis, si les ovnis ont une forme de triangle, c'est par rapport aux Illuminati. Forcément. Puisque c'est une coïncidence. C'est forcément que ça a un sens. Et donc on a une vision du monde qui apporte une inversion de contrôle. Donc tout ça, on le trouve chez les créationnistes. Et maintenant posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas des conspirationnistes? J'ai pas changé grand-chose dans la fête, j'ai rien changé. J'ai juste changé l'image. On a la même chose. On a le même processus de besoin d'une entité qui décide de tout. Alors ça peut être les Illuminati de Bavière, ça peut être les reptiliens ou l'espèce qui vit. La Terre est creuse, hein. On a des gens qui vivent dedans, dans le soleil, et ceux qui dirigent tout. Et à chaque fois, et là vous remplacez anti-évolutionniste par conspirationniste. Le conspirationniste qui a compris tout, lui, par rapport aux autres, il est spécial. Donc ça le rassure. Il dit que moi j'ai compris un truc que les autres n'ont pas compris, et du coup ça le rassure dans sa boucle vicieuse de la vision du monde. Et donc si on revient au point commun de tous les créationnistes, qui était l'existence d'un projet, d'une volonté, d'une entité qui décide de comment le monde est organisé, et ben on peut lister tout ce qui existe comme conspiration, ça marche. Alors peut-être qu'il m'en manque. Alors est-ce que vous en connaissez une qui ne marche pas avec cette chose-là? Est-ce que j'ai raté un truc? Ça peut être aussi plusieurs entités. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on nous cache tout. Et donc si je reviens sur... Alors juste là, et malgré tout, on a raison. L'évolution est vraie, on a les fossiles, on gagne. Hein? Mais c'est pas suffisant pour ceux qui veulent y croire. Et donc si je reviens sur cette image-là, on avait le finalisme, le créationnisme. Donc l'arbre a des racines pour enjamber le trou, finaliste. Il n'a pas pu faire ça tout seul, donc forcément il fallait qu'il y ait un créateur, donc créationniste. Et le conspirationniste, c'est d'ajouter que on nous ment, on nous cache pourquoi il voulait aller en face du trou. Mais c'est la même chose. On a des choses qu'on ne comprend pas et on rajoute des couches de compréhension fictive. Donc conclusion, la pensée conspirationniste / créationniste, bon, elle est bizarre, c'est vrai, mais elle est intuitive. Si on reprend comment le cerveau fonctionne, les pentes de l'esprit, etc., c'est normal de croire ça. Et donc, parce que c'est l'intuition. Et l'intuition est un outil qui marche très très bien dans la nature, pour rester en vie, mais on ne veut pas que être en vie, on veut aussi avoir raison. On veut être sûr de ce qu'on croit. Et l'intuition est victime des biais, parce que l'intuition fonctionne par des mécanismes auxquels on n'a pas accès, qui sont inconscients. On ne contrôle pas, c'est pas rationnel. Et comme c'est pas rationnel et qu'on a des biais, on a besoin de quoi? Parce que la science, c'est quoi? C'est la recherche systématique, voilà. Vous avez compris. C'est fini.